Bonjour. Dans le cadre du débat public qui est organisé sur le projet porté par le port de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité organiser un cycle d'auditions publiques qui permettent d'entendre un certain nombre d'experts sur des points particuliers en fonction de leurs connaissances et expériences, et qui nous permettront d'éclairer certains enjeux liés au projet. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Lepitre, donc, qui est coordinatrice du réseau Santé et Environnement au sein de la Fédération nationale, la FNE, donc France Nature Environnement, qui est une fédération française qui regroupe des associations de protection de la nature et de l'environnement, donc à travers tout le territoire national. Donc vous avez à peu près 3500 associations qui sont organisées au sein d'organisations adhérentes. Donc nous allons vous entendre pendant 15 à 20 minutes sur une problématique plus spécifique qui concerne la pollution maritime. Et ensuite, nous échangerons des questions-réponses pour éclairer certains aspects. Donc, Madame Lepitre, à vous. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc effectivement, je travaille pour France Nature Environnement et donc je suis responsable des thématiques santé-environnement, par lesquelles on traite notamment de la pollution de l'air. Donc c'est la pollution maritime que je vais traiter aujourd'hui. La pollution atmosphérique liée au transport maritime. Donc, comme vous l'avez dit, France Nature Environnement est donc une fédération d'associations environnementales. On regroupe donc environ 3500 associations sur le territoire métropolitain et outre-mer. Donc là, on va parler particulièrement du port de Dunkerque, mais il est important aussi de se rappeler que notamment la problématique du transport maritime est aussi un très grand sujet dans nos outre-mer, bien que assez particulier. Donc France Nature Environnement, on a été la première association environnementale notamment à sonner l'alerte sur la pollution atmosphérique liée au transport maritime, qui était un sujet en fait qui n'avait pas été traité, qui était mal connu également du public. Or, en tant qu'association environnementale, on est également là pour donner de l'information au grand public, pour alerter les différents acteurs, notamment de problèmes environnementaux et de problèmes sanitaires. Alors là, dans la pollution atmosphérique liée au transport maritime, on est vraiment sur les deux, un problème environnemental et un problème sanitaire, qui était mal connu, lié à la complexité. Je reviendrai donc sur notamment les différents polluants que l'on peut traiter sur ce sujet. Donc lorsqu'on parle du transport maritime, c'est assez important de souligner qu'il s'agit donc d'une activité qui est en pleine croissance, donc d'où l'intérêt de s'y préoccuper maintenant et de ne pas attendre. Donc ce sont des milliards de tonnes qui sont transportées chaque année, et en France on compte environ 365 millions de tonnes qui sont transportés via les différents ports maritimes français, dont Dunkerque fait partie des plus importants. C'est une activité vraiment donc, qui va augmenter. On estime une augmentation environ de 12% d'ici 2050. Donc il va y avoir besoin de s'y préoccuper, parce qu'une augmentation du transport maritime actuel va également donc augmenter leur impact environnemental, notamment la pollution de l'air. Il y a également la thématique liée à la taille des navires. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de la pollution de l'air, j'y reviendrai plus en détail, mais la taille va avoir une importance. Parce qu'on va beaucoup parler de la consommation, notamment des types de carburant de ces navires. Donc un navire plus gros est un navire qui consomme plus et est un navire qui émet plus. Donc c'est également quelque chose que l'on va vraiment regarder de près. Notamment, on a noté que CMA-CGM, par exemple, avait sorti en
2015 un navire très gros. Il était plus grand que la Tour Eiffel. Donc c'est pour donner un peu une idée du type de navire qui sort aujourd'hui. C'est vraiment très important. Il y a les gros navires de croisière comme l'Harmony of the Seas qui est sorti et qui peut transporter plus de 6000 passagers, presque 7000 passagers. C'est vraiment des villes, vraiment, c'est très important. Donc on a voulu s'intéresser à ce type de transport parce que c'est un type de transport qui souvent est catégorisé comme étant propre, comme étant le type de transport le plus propre. Or, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que lorsqu'on a fait ces déclarations, on s'est intéressé aux émissions de CO2, mais on s'est très peu intéressé aux autres types de polluants qui pouvaient donc être émis par le transport maritime. Donc, qu'est-ce qu'a fait France Nature Environnement ? On s'est équipé, c'est-à-dire qu'on a été chercher du budget et on s'est équipé d'appareils de mesure portatifs, donc c'est-à-dire qu'on avait des appareils qui sont à peu près de la taille d'un clavier et on est allé prendre des mesures dans différentes villes de France pour se rendre compte de la pollution réelle dans une ville et quel était l'impact donc du transport maritime. On a fait cette campagne depuis 3 ans. On s'est particulièrement intéressé aux ports, c'est vrai, donc du sud de la France, notamment dans la région PACA. On a été plusieurs fois à Marseille, 3 années de suite à Marseille, et puis ensuite on a été à Nice. Ce sera très compréhensible pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore venu faire des mesures, notamment dans le nord de la France ou sur toute la partie ouest et la côte atlantique française. Mais donc, il y a un véritable problème, notamment lié au transport maritime, qui est très mis en exergue sur la côte méditerranéenne. Donc on est allé voir, notamment à Marseille, quel était l'impact du transport maritime, aussi bien des croisières, mais également des ferries qu'on retrouve également donc, à Dunkerque, une activité présente à Dunkerque. Et on a été prendre des mesures donc, dans le centre de la ville, vraiment dans le centre historique, là où il y avait l'impact du transport routier. Pardon. On a été regarder là où il y avait pas d'impact du transport routier ni l'impact du transport maritime, donc dans les hauteurs, là où il y avait de la végétation. Et on s'est rapproché également des terminaux de croisière et des terminaux des ferries pour voir quel était donc l'impact de cette activité. Ce qu'on a obtenu est assez édifiant et donc c'était les premiers chiffres qui étaient sortis d'une telle campagne d'alerte. Je rappelle que c'était vraiment une campagne d'alerte associative liée à la pollution maritime. Donc notre point témoin par exemple était donc notre point en hauteur où on n'observait pas d'impact lié au transport routier ni au transport maritime. Et puis ensuite on a différents impacts. Donc rue de la Canebière, c'est une grande rue avec un grand trafic routier. Chez les habitants, donc on était chez les habitants qui sont proches du port. Ils voient les navires et donc on était chez eux sur leur terrasse. Et puis ensuite on a été à 100 mètres d'un navire, notamment au niveau des ferries, pour observer la pollution en particules ultra fines. On a observé environ que par rapport à là où les personnes peuvent respirer un air plutôt sain, les navires, proches des navires, on avait une pollution atmosphérique 100 fois supérieure. Donc on a voulu montrer cette pollution au grand public, notamment pour les alerter de l'impact sanitaire. On a également fait des mesures sur les navires, donc avec un graphique, vous m'excuserez, qui n'est pas très grand public malheureusement, mais pour montrer un peu quel type de données sortent de nos appareils et pour montrer les pics de pollution et un peu l'évolution de la pollution qu'on peut obtenir lorsqu'on est sur un navire de croisière dans ce cas-là. Donc, quels sont les polluants que nous, on a voulu montrer. Donc, je rappelle qu'on n'a pas parlé de CO2 parce qu'on voulait parler de pollution atmosphérique et non pas de changement climatique.
Et donc on s'est intéressé à différents types de polluants. L'oxyde d'azote, qui est donc un irritant des voies respiratoires, qui est également la source donc, de bronchite aiguë, mais de maladies également respiratoires ou cardiovasculaires. C'est un polluant que l'on retrouve pas uniquement auprès du transport maritime, mais qui est très présent. L'oxyde de soufre, qui là est très intéressant parce que ces émissions au terme du transport maritime est très lié en fait à l'utilisation de carburant. Et donc il nous a énormément intéressés parce que il est également précurseur de particules fines. Donc ça veut dire que ce type de polluant dans l'atmosphère va se recombiner avec d'autres et former des particules fines que la recherche connaît bien pour ses impacts sanitaires. Il est également donc un irritant. Il va provoquer ou aggraver de l'asthme. Il va faciliter également une infection microbienne. Et il va également avoir un impact sur l'ozone et sur la production de pluies acides dont on parlait beaucoup il y a une certaine époque et qui va avoir un fort impact sur l'environnement. Bien sûr, donc les particules fines, celles qui sont réglementées, que l'on connaît bien pour leurs impacts sanitaires, notamment auprès de problèmes de cancer pulmonaire, mais également des particules ultra fines, que là, la réglementation ne regarde pas alors qu'elles sont très nocives pour la santé, car plus fines, elles vont passer dans le sang et donc pouvoir s'accumuler dans les organes vitaux et avoir de graves impacts sanitaires. En termes purement du transport maritime, c'est environ 60 000 décès qui sont répertoriés donc, au niveau de l'Union européenne par an et un coût sanitaire de 58 milliards d'euros. Donc il y a là un fort impact qu'il est important de s'occuper. Alors, on a un peu avancé. Il y a des avancées au niveau réglementaire et au niveau également volontaire des ports, de certaines également compagnies d'armateurs, donc compagnies maritimes. Il y a donc par exemple une réglementation internationale qui s'appelle MARPOL et donc qui va traiter de la pollution des navires et qui notamment met en place un outil qui pour nous est très intéressant, qui est donc la mise en place de zones de contrôle des émissions. Ici à Dunkerque, on est par exemple dans une telle zone où on donc va être dans une zone de limitation des émissions de soufre. Donc les navires qui circulent dans la zone Manche, mer Baltique, mer du Nord sont obligés d'utiliser un carburant moins soufré pour moins polluer. Donc c'est cette convention MARPOL qui permet de mettre en place un tel outil et qui pour France Nature Environnement est absolument primordial de généraliser. Donc cette mise au niveau de Dunkerque, la mise en place d'une zone de contrôle des émissions de soufre est mise en place depuis 2015 et on estime d'ici 2021 l'extension en fait à une zone de contrôle de l'intégralité des émissions, donc pas uniquement le soufre mais également les dioxydes d'azote. En France, il y avait donc, en plus de ces bonnes initiatives internationales, l'obligation normalement de prendre en compte justement le problème de ces émissions de soufre. Et donc, il y a eu une ordonnance qui a été prise en 2015, notamment pour émettre des seuils de soufre à respecter en mer et à quai, et qui donc ont des sanctions si celles-ci ne sont pas respectées, des sanctions de 200 000 euros d'amende et voire d'emprisonnement. Le problème est les contrôles. À savoir, cette ordonnance, elle a été mise en place, mais les contrôles sont-ils effectués? Et la France a annoncé une volonté d'effectuer 654 contrôles en 2016. Or, 654 contrôles sur l'intégralité de la surface maritime française, quand on pense au nombre au trafic maritime qui est présent et au nombre de navires qui arrivent sur nos côtes, c'est vraiment minime. Et en plus, on n'a aucune idée à savoir s'ils ont été
contrôlés bien pour la pollution atmosphérique. S'ils ont été pénalisés, qu'est-ce qui se passe? Ces données ne sont pas disponibles. Donc, ce que l'on a pu savoir avec un travail approfondi du ministère, c'est qu'apparemment 7 dossiers sont transmis au procureur de la République. Donc, sur les 654 contrôles, il y aurait 7 navires qui auraient été contrôlés et qui auraient eu un problème lié lié au respect de l'ordonnance qui les obligeait à limiter leur pollution en soufre. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On n'en a aucune idée. Donc là, il y a un vrai problème de transparence. Bien sûr, donc il y a d'autres types de solutions, celle du changement de carburant. Il y a des alternatives auprès de d'autres types de carburants que le fioul lourd qui est utilisé et qui est énormément soufré. Les zones de contrôle, donc des émissions généralisées sur le territoire français, en Méditerranée en priorité, mais également sur la face atlantique. Je rappelle juste qu'on est en retard. Hein. C'est assez... je ne sais pas si les citoyens vont s'en rendre compte, mais pour que l'Europe ou la France soit en retard vis-à-vis notamment aux États-Unis qui ont mis en place ce type de zone de contrôle des émissions sur l'intégralité de leur surface maritime, être en retard par rapport aux États-Unis sur des normes environnementales, personnellement, ça me fait un petit peu mal. Mais donc on y travaille. Il y a différentes technologies qui peuvent être mises en place, des filtres, des épurateurs qui peuvent également limiter la pollution atmosphérique. On a besoin donc d'une augmentation des contrôles et une augmentation de leur transparence. Une fiscalité également qui peut favoriser la mise en place de bonnes solutions, de bonnes alternatives. On peut aider les ports, aider les régions, aider les armateurs à changer, à aller vers des outils plus vertueux. Et il y a également le branchement électrique à quai qui est assez peu développé finalement au niveau international, mais qui commence à l'être en France. Et donc on voudrait absolument que ce soit promu et que ça aille de l'avant, notamment avec la sortie de nouveaux navires qui pourraient être équipés donc, de branchements électriques lorsqu'ils sont à quai. S'il y a un intérêt donc, par vos auditeurs, France Nature Environnement a fait une petite vidéo pour expliquer tout ça de manière simple et synthétique. Et voilà, merci pour votre attention. Merci pour votre présentation qui met l'accent sur un aspect très important du transport maritime, qui est celui de la pollution atmosphérique. Vous avez parlé de la réglementation internationale, de la Convention de Marpol de 1973. Il y a des progrès. Nous savons que quand même l'Organisation maritime internationale réfléchit à toutes ces questions de pollution maritime. Est-ce que vous avez suivi s'il y a des travaux à l'heure actuelle, puisque le constat qui est fait, enfin les perspectives qui sont décrites par de nombreuses personnes, c'est une poursuite de la massification du transport maritime et du développement des transports par container. Est-ce que face à ce constat, en tout cas cette perspective, qui n'est peut-être pas inéluctable, mais qui en tout cas en est une, est-ce que vous savez s'il y a une réflexion qui est menée parallèlement sur des moyens de faire avancer la législation internationale, la réglementation, vers quelque chose de plus contraignant, notamment, je pense à Marpol, vous avez cité un des aspects de la Convention. Un autre est par exemple la réglementation spécifique aux modes de fabrication des coques de navires pour assurer la plus grande sécurité, parce que vous avez mis l'accent, et c'était votre propos, sur la pollution atmosphérique. Il en est d'autres, et malheureusement il y a la pollution des mers par les dégazages, par les déversements de pétrole notamment. Est-ce que vous avez connaissance d'une réflexion ou d'une avancée possible dans les années à venir de la réglementation par rapport à ce constat d'une évolution du transport de containers ? Oui, alors ce qui est c'est important aussi à souligner, c'est que au niveau international, donc c'est au niveau de l'OMI, qui est une organisation donc internationale liée au transport maritime, ça a mis
de nombreuses années pour que les premières étapes environnementales soient prises en compte par un tel organisme. Donc aujourd'hui, on a eu ce premier avancement environnemental pris en compte par l'OMI, notamment pour l'air, donc avec ces zones de contrôle qui peuvent être mises en place. Mais malheureusement, il est très difficile de remettre sur les emplois du temps, de remettre sur les ordres du jour d'un tel organisme des aspects environnementaux. Ce qui est vraiment dommage, étant donné aujourd'hui la préoccupation générale des citoyens, mais également de toute l'Europe pour ces préoccupations-là. Donc on essaye de le pousser. Ce dont j'ai connaissance et qui est vraiment dans l'actuel, c'est justement la volonté de la France de pousser l'OMI, donc d'arriver avec un dossier en présentation, parce que les États membres peuvent présenter au niveau international des dossiers pour essayer de faire avancer les choses. Et donc c'est l'option sur laquelle on s'est rabattu. La France a aujourd'hui mis de l'argent sur la table pour effectuer des études, pour essayer d'améliorer donc l'impact environnemental du transport maritime. Et l'objectif est d'aller présenter un tel dossier à l'organisme mondial, l'organisme international. Mais c'est aujourd'hui, sinon, sans l'impulsion des États membres, ce sont des thématiques très difficiles à mettre aux ordres du jour. Est-ce que, oui, ça c'est intéressant, parce que je pense que effectivement, si l'initiative peut appartenir aux États membres, une véritable réglementation ne peut être faite qu'au niveau global, c'est-à-dire minimum européen, si ce n'est international. Vous faites état de données. Savez-vous si la France s'est engagée justement, puisque la France qui est quand même un pays côtier par excellence, avec de très nombreux ports, est-ce que vous savez si la France mène des recherches justement pour essayer d'avoir une étude assez poussée sur la pollution atmosphérique liée à la pollution maritime sur l'espace maritime français? Est-ce que vous le savez? Métropole et outre-mer compris, bien évidemment. Oui, c'est une excellente remarque. Ça faisait partie du besoin, parce qu'il n'y en avait pas, en fait. Et donc, il y a plusieurs acteurs qui ont là une responsabilité vis-à-vis de l'état des lieux, de la pollution atmosphérique liée à l'activité du transport maritime. Et donc, le gouvernement, effectivement, via une étude de faisabilité pour mettre en place, donc pour étendre les zones de contrôle des émissions comme il y a en ce moment en mer du Nord et au niveau de la Manche, participe à cette volonté à pousser les initiatives de s'intéresser à la pollution atmosphérique. Et il y a également une forte demande de la société civile et des associations poussées également par le gouvernement pour demander donc aux ASQA, c'est les agences donc, qui sont également nationales mais également régionales de surveillance de la qualité de l'air. Donc il me semble que parmi le débat public, il y aura également Atmo qui viendra s'exprimer, ce qui est très intéressant parce que donc, Atmo va également régir ces différentes agences de surveillance de la qualité de l'air et c'est à eux d'aller effectuer des campagnes de mesures auprès des ports. Aujourd'hui, on a très peu de leur matériel qui est très sophistiqué et très bon au niveau des ports pour se rendre compte de ce qui se passe sur le long terme, d'avoir des mesures concrètes au niveau des ports. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Il nous manque ces données-là. Donc, il y a des discussions, notamment avec RPACA. Il y a aussi un intérêt au niveau de Bordeaux d'avoir ce type de mesures, donc de mise en place. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas, mais de mise en place de ces campagnes pour se rendre compte de ces mesures. On a également un grand intérêt à voir avec la mise en place d'une zone CK au niveau notamment de Dunkerque, la pollution de l'air, les données de pollution de l'air au niveau du port. Est-ce qu'elles se sont améliorées? De combien? Par rapport à quels polluants? Et donc tout ça, ce sont des données qu'on a envie de connaître, qu'on aimerait valoriser, parce qu'on sait que la pollution atmosphérique s'est améliorée, mais il est difficile d'avoir des chiffres, d'avoir des pourcentages, et en fonction de quel type de polluant. Or, ce sont des informations qui intéressent un grand nombre de personnes, et donc il serait intéressant de mobiliser également l'agence de surveillance de la qualité de l'air au niveau du port pour aller faire des mesures. Je sais qu'il y a une nouvelle technologie qui va être étudiée avec des drones pour aller, notamment dans les contrôles, dans une idée d'avoir une meilleure idée de ce qu'il se passe en termes de pollution atmosphérique auprès des navires. C'est génial, c'est une excellente initiative. Il faut pousser pour ce genre d'initiative-là.
Et on est très intéressé à voir qu'est-ce que va donner ce type de nouvelles initiatives avec ces drones. Pensez-vous par rapport au projet du port de Dunkerque, pensez-vous, puisque nous avons constaté donc, que le projet du port de Dunkerque s'inscrit aussi au regard du développement des ports limitrophes, notamment des ports belges, qui ont une activité maritime extrêmement importante. Pensez-vous qu'il existe, pour les ports belges, des données qui permettraient de connaître leur taux de pollution atmosphérique, non seulement dans les abords immédiats du port, mais ensuite un peu plus largement sur l'ensemble du territoire adjacent? Est-ce que vous savez si ce genre de données existe pour les grands ports maritimes d'une façon générale? Vous dites que vous avez fait des études par rapport à Marseille. Bon, est-ce que vous savez si ça existe dans les grands ports du Nord, et études qui seraient susceptibles d'être menées ensuite de la même façon par le port de Dunkerque? Alors, malheureusement, à ma connaissance, non. Dans un pays comme la Belgique, il y a bien sûr des mesures de pollution de l'air qui sont prises, mais avec et des données qui sont disponibles. Donc on peut avoir une idée de ce qui se passe, notamment au niveau des ports, mais ce sont des mesures assez longue distance. Donc en fait, elles ne sont pas rapprochées, ce ne sont pas des campagnes vraiment liées au port. Il y a des associations qui sont allées faire quelques mesures, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait, comme en France, avoir en fait des campagnes de mesures plus longue durée au niveau des ports. À ma connaissance, il n'y en a pas non plus en Belgique, et ça permettrait justement d'avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la frontière. Cette idée-là d'études qui pourrait exister en Belgique rejoint l'autre problématique. Y a-t-il en Europe, au niveau européen, une harmonisation, une recherche d'harmonisation entre les politiques environnementales liées à la pollution maritime, ou pas du tout? Oui, tout à fait. Et c'est exactement ce vers quoi il faut tendre. Et aujourd'hui, on a un vrai manque. Chaque directive, chaque réglementation est faite indépendamment. Et il y a ce manque d'harmonisation, et même pour les acteurs qui sont sur le terrain, imaginer de se rendre compte, d'étudier, d'aller vérifier si les différentes réglementations sorties pourraient être harmonisées pour tendre en fait vers une nouvelle, vers des démarches qui serait donc qui respecterait ces différentes réglementations. C'est très compliqué, ça demande une étude approfondie de l'intégralité de la réglementation. C'est d'une très grande complexité. Dernièrement, il y a une réglementation sur l'air qui est sortie, au niveau européen. Donc décembre 2016 a été votée une directive par rapport aux plafonds nationaux de pollution qui s'appelle la directive NEC. Et en France, on l'a traduite donc par un programme, par un plan de réduction des polluants atmosphériques qui s'appelle le PREPA, où dedans il y a des mesures spécifiques au transport maritime. Mais comme c'est à chaque État membre de trouver un plan et d'appliquer ces directives à un niveau national, et qu'on laisse aux États membres une grande flexibilité sur comment l'implémenter, on manque d'une harmonisation également entre les États membres. Mais alors justement, il y a quand même un délai de transposition de ces directives. Donc on peut penser quand même qu'il y a une contrainte pour l'État membre, au bout du chemin, de transposer le texte. Sinon, celui-ci devient d'applicabilité immédiate. Bien sûr, ils vont l'appliquer. Mais les mesures que la France a voulu mettre en avant dans son programme national pour mettre en place la directive européenne, est-ce que ce sont les mêmes mesures qui ont été prises par la Belgique, par exemple, pour l'appliquer également au niveau de ces ports? Ils n'ont aucune obligation parce que les mesures concrètes à mettre en place sur le territoire sont un choix de l'État membre. Et donc, il y a ce manque d'harmonisation entre les États membres, parce que est-ce que la Belgique a fait le choix de mettre en place les mêmes mesures liées au transport maritime que la France? Là-dessus, chaque pays aussi a ses spécificités. Donc, il y a une obligation de résultat, et après, les moyens sont laissés à la liberté de chaque État membre en fonction des contraintes qui sont les siennes. Si c'est un pays côtier, pas côtier, avec des... Bien sûr, mais faire des campagnes de mesures de pollution de l'air, par exemple,
la France a pris l'engagement, ça aurait pu être quelque chose de réfléchi entre les différents États membres pour qu'on ait des données harmonisées pour les ports qui sont finalement voisins. Et ça pourrait intéresser de nombreux acteurs. D'accord, très bien. Sur la pollution atmosphérique, est-ce que tu as... Oui, vous évoquiez les études que vous aviez menées plus spécifiquement dans la région PACA. Qu'en est-il de la mer du Nord ? Quel est son niveau de pollution et plus globalement au niveau du globe, quelles sont les zones où il y a vraiment des concentrations importantes ? Alors, c'est là où c'est également très intéressant, c'est que le lien entre la pollution atmosphérique et les activités est assez facilement raccordé. Parce qu'on le voit entre les mesures donc, de pollution et les cartes de trafic maritime ou de trafic routier, un lien, une corrélation directe avec les pollutions. Donc finalement, on observe que les grands ports, comme le port d'Anvers ou le port en Belgique ou les autres grands ports, vont être des points rouges, des points particulièrement d'alerte sur la pollution atmosphérique. Certes lié au transport maritime, mais notamment via le projet du port de Dunkerque, il est bien noté qu'il y aura donc davantage de trafic de poids lourds. Il y aura donc également davantage de trafic de véhicules, etc. Donc tout ça augmente la pollution atmosphérique. On accueille plus de navires, on a plus d'émissions, même si ces émissions sont limitées par quelques outils. Donc effectivement, on a pu faire une corrélation sur la mer du Nord en fonction de la densité d'activité et la pollution atmosphérique. D'où aussi les alertes auprès de d'autres pays et ailleurs sur les côtes françaises liées à cette densité d'activité. Toujours sur la pollution atmosphérique, vous l'avez abordé là il y a quelques minutes, il y a la pollution maritime, la pollution en mer. L'autre enjeu du développement d'une activité portuaire est aussi la pollution atmosphérique éventuelle sur le territoire, sur la Terre. Et notamment, vous avez fait état à partir du développement du trafic routier, du trafic ferroviaire. Est-ce que vous avez, vous aussi, réfléchi à l'impact que peut avoir une augmentation de l'activité maritime sur l'Interland, sur l'arrière-pays et sur ensuite le transport, enfin plus précisément sur le transport routier en réalité, voire même fluvial, ceci étant. Parce que là, on a mis l'accent aujourd'hui sur la pollution atmosphérique, et ça rejoint une autre question que j'allais vous poser. Pensez-vous, estimez-vous que la pollution maritime susceptible d'être engendrée par le transport maritime soit uniquement une pollution atmosphérique, ou croyez-vous qu'elle peut aussi résulter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'une pollution des mers, notamment d'une pollution consécutive à des catastrophes, des incidents maritimes, tels que des collisions ou tels qu'un bateau qui échoue. Je crois que cet été, il y a un porte-conteneur qui s'est échoué en Nouvelle-Calédonie au mois de juillet ou d'août 2017. Il y a quelques années, voire l'année dernière, il y a encore 2 porte-conteneurs qui ont eu un accident, qui se sont télescopés. Donc il y a peut-être aussi, avec le développement de l'activité maritime, notamment des porte-conteneurs, un risque de pollution des mers par alors de deux façons, à la fois par une pollution pétrolière de matières premières, mais également par le déversement en mer ou voire même dans un fleuve de containers, c'est-à-dire là des boîtes. Et est-ce que vous avez réfléchi, parce que je crois savoir qu'il y a une réflexion autour justement de ce type de catastrophe, que se passe-t-il si un porte-conteneur tombe en mer ou tombe dans l'eau? Comment le récupérer? Comment d'abord le localiser? Comment le récupérer? Est-ce que tout ça, c'est des choses auxquelles je parle de plusieurs sujets différents là, mais il y a la pollution atmosphérique terrestre susceptible de résulter du transport maritime, et puis les pollutions autres que atmosphériques, notamment pollution de la mer en tant que telle. Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à toutes ces questions?
Oui, vous avez tout à fait raison. Concernant donc la pollution atmosphérique liée à l'activité terrestre, qui va aller avec un développement donc de l'activité portuaire, bien sûr que ça a été pris en compte. Ensuite, nous ne sommes pas contre l'activité maritime. Au contraire, c'est une activité qui a une grande marge d'amélioration et qui peut devenir l'activité de transport la plus écologique, la moins impactante. Donc, il faut favoriser ce type de développement et on reparle donc de l'harmonisation des différentes réglementations parce que, par exemple, le transport routier, il est réglementé complètement indépendamment de la possibilité donc d'un projet global. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va parler d'une augmentation du trafic notamment de poids lourds ou du trafic routier, ça va nous refaire penser aux différents tests des normes Euro, au Dieselgate, à la fraude potentielle qu'il y a sur les poids lourds pour ne pas utiliser leur système de dépollution. Et tout ça sont des activités sur lesquelles nous sommes actifs pour essayer de régler la situation à un problème de manière globale. On est également en faveur donc du transport ferroviaire. Lors d'un grand projet comme ça, de favoriser également l'accessibilité via le transport ferroviaire, pour nous, est quelque chose de très intéressant. Et lié donc aux autres types de pollution, bien sûr, donc lié au transport maritime, il y a donc les émissions atmosphériques, mais comme vous l'avez dit, la perte de conteneurs en mer, les eaux de balastre, il va y avoir les problèmes d'épurateurs, les bruits sous-marins qui sont également un sujet assez nouveau, mais qui nous intéresse fortement lié aux impacts environnementaux, les dégazages, mais où là il y a eu des forts progrès qui ont été faits. Donc bien sûr tout ça est à prendre en compte. Ensuite on est par exemple la perte de conteneurs en mer ou la perte de carburant, etc. est souvent liée en fait à des accidents qui sont de toute manière à limiter, à éviter. Donc c'est une réflexion globale bien sûr qu'il faut avoir, mais ces réflexions étonnamment donc de perte de conteneurs, c'est une perte économique importante. La perte de carburant est quelque chose où l'alerte a déjà été sonnée de nombreuses fois. Il y a vraiment des réflexions qui sont faites, alors qu'on observait, nous, un manque de réflexion lié à la pollution atmosphérique. C'est pour ça qu'effectivement, on avait voulu souligner ce problème de pollution atmosphérique qui était négligé vis-à-vis aux autres types de pollution environnementale. Mais bien sûr, il y a une réflexion globale à avoir et de toute manière, c'est indispensable lorsqu'on a un grand projet. Il faut voir tous les aspects de pollution. Alors, j'ai peut-être posé une question naïve. Vous indiquiez dans votre présentation que la massification du transport maritime et également les navires de plus en plus gros généraient davantage de pollution. Si on le rapporte à la tonne transportée, y a-t-il pas justement à un moment donné où le fait d'en transporter plus d'un coup soit finalement plus intéressant que de multiplier les petits, des navires plus petits? Alors c'est là où on fait la différence également entre le CO2 et les autres types de polluants. Il y a ça, il y a le fait que malheureusement ça ne fonctionne pas de cette manière-là avec les polluants, donc les oxydes d'azote ou les oxydes de soufre, où là, avec l'augmentation du trafic et avec les navires plus en plus gros, on observe une augmentation de cette pollution. C'est dans les rapports également de l'OCDE et dans d'autres études, dans d'autres rapports qui ont pu être sortis. Par rapport donc désolée. Donc il y avait deux étapes. Il y avait donc cette pollution qui est vraiment liée aux polluants atmosphériques, et le deuxième aspect est que
pareil, selon des rapports et des études, les navires de transport de marchandises deviennent tellement gros que la plupart ne sont même pas pleins lors de leur trajet. Donc, on a un besoin également de réflexion et de discuter avec les armateurs pour savoir si la construction de ces géants des mers est vraiment obligatoire, étant donné qu'ils polluent plus et les rapports montrent qu'ils ne sont pas pleins la plupart du temps. Une perte de place, c'est également une perte économique. Donc, c'est environnemental, mais également, il y a d'autres aspects économiques qui peuvent être rentrés dans cette démarche de réflexion. Si vous aviez la possibilité de participer à un projet tel que celui du port de Dunkerque, qu'aimeriez-vous faire? En quoi aimeriez-vous contribuer à la mise en œuvre de ce projet? De quelle façon est-ce qu'une association telle que la vôtre aimerait imaginer un projet portuaire? C'est une super question. Donc, comme je le présentais au début, comme France Nature Environnement, on a différents pôles. À mon avis, déjà, un projet comme celui du port de Dunkerque intéresserait de nombreux de mes collègues, parce qu'il n'y a pas uniquement la démarche santé environnementale, pollution atmosphérique qui serait intéressante, où là, je vois une opportunité vraiment de la mise en place en fait de mesures de pollution de l'air pour avoir vraiment des chiffres concrets, réels pris sur le terrain, une opportunité de dialogue entre les différents acteurs qui serait extrêmement productive, parce que malheureusement on regrette finalement de ne pas pouvoir échanger assez avec les différents acteurs, que ce soit certains armateurs, avec les ports, avec les autorités de contrôle, avec les régions. Donc ce serait déjà une très bonne opportunité d'échanger nos points de vue pour savoir comment eux, ils perçoivent en fait l'impact environnemental, par exemple, de leur activité, et comment est-ce que une expertise telle que celle de FNE, via le réseau santé environnement, mais via le réseau transport maritime, océan, mer et littoraux, le réseau urbanisme. Il y a également tous mes collègues qui s'occupent du transport et de la mobilité. Donc, on pourrait également regarder l'impact donc de l'afflux en fait des poids lourds, des véhicules légers, mais de l'impact ferroviaire. Donc il y a une expertise sur différents sujets au sein d'une même association telle que France Nature Environnement. Et donc je pense qu'on pourrait avancer ensemble dans une telle démarche pour que ensuite ça évite des débats après coup où nous on regrette de ne pas avoir eu certaines informations au préalable pour avoir proposé des alternatives qui seraient moins polluantes ou qui auraient permis de limiter un impact environnemental, et puis comme ça on arrive à un projet à la fin où il n'y a pas des débats après coup, on ne peut plus régler ce qui a été mis en place. Donc ça pourrait être vraiment une opportunité de dialogue, de construction ensemble sur les différents secteurs. Je vous remercie parce que d'ores et déjà vos réponses sont un élément du dialogue justement, et la commission est là pour essayer de permettre justement c'est de l'expression d'une association telle que la vôtre, enfin qui représente des citoyens et qui, nous l'espérons, est destinée à parvenir à la fois aux citoyens mais également aux maîtres d'ouvrage. Donc la commission a justement pour rôle de faciliter cet échange, mais voilà, je voulais connaître votre sentiment en tant que représentante d'une association nationale qui se trouve face à un projet d'envergure aussi pour la région, voire même pour le pays, et donc comment l'un face à l'autre vous pouvez vous rencontrer. Voilà, Oui, on le voit déjà dans le projet portuaire, il y a déjà des pistes que
que vous évoquiez, comme les postes électriques à quai ou l'avitaillement GNL qui est prévu avec la proximité du terminal méthanier, mais il y aurait certainement beaucoup d'autres pistes qui seraient à regarder. Là, on est encore effectivement à un stade assez amont du projet, et peut-être la possibilité d'échanger un peu plus sur toutes ces problématiques. Oui, complètement. Pour le GNL, je le mentionnais peut-être rapidement dans les alternatives, mais donc ça fait partie le GNL, la mise d'électrification à quai. On voit les armateurs aller vers la construction de nouveaux navires, donc équipés de tels moyens, de telles alternatives. Donc c'est très important et c'est très intéressant pour un port comme Dunkerque de penser au futur et de penser que on va aller vers ce type de nouvelles énergies, d'alternatives, et de prendre les devants pour être un point d'accueil en fait pour ces nouveaux armateurs, ces nouvelles compagnies et ces nouveaux navires qui vont être capables donc de se brancher à quai ou d'être au GNL. Enfin, il y a plusieurs compagnies qui ont communiqué sur la construction de leurs nouveaux navires au GNL. Et ça fait partie, par exemple, des questions qu'on aurait voulu poser, par exemple, également au port de Dunkerque, d'être équipé, d'avoir la capacité donc d'avoir les différents types de carburant, le GNL, mais également le carburant, le diesel marin, donc celui qui est peu soufré, et puis voir par la suite comment aller vers encore de meilleures initiatives. C'est tout ça lorsqu'on va dans un tel projet d'une telle envergure comme le port de Dunkerque, c'est de penser vraiment à plusieurs années. Comment va changer le transport maritime avec les différentes législations qui vont arriver. On a mentionné donc le prépa, mais il y a également les plans de protection atmosphérique qui sont pris en compte, qui sont établis par les régions. Donc, bien que toutes ces réglementations soient prises les unes après les autres et ne soient pas forcément harmonisées, nous, on le voit dans le travail de plaidoyer, dans un travail national, il y a différents outils qui arrivent et qui, de toute manière, mènent vers un changement, notamment d'utilisation de carburant, et c'est très important pour un tel projet de les prendre en compte. Après, il y a les bons élèves et les moins bons. Dans les armateurs, il peut y avoir aussi... pour des raisons économiques, la plupart du temps, peut-être des distorsions par rapport à ce qui est attendu dans les réglementations et ce qui se fait. Mais en tout cas, effectivement, un nouveau projet, un projet d'extension portuaire ne peut faire l'impasse sur ces aspects-là. Merci en tout cas. Merci pour cet éclairage sur cet aspect important, et bonne continuation. Merci de votre accueil.